canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je peux pas il faut quand même que je pose la question à mon invité. Quand vous écoutez, vous entendez ce générique, cette musique, qu'est-ce que ça vous dit? Ma question est super légitime, hein, donc vous allez comprendre plus tard pourquoi je l'ai posé cette question. Qu'est-ce que ça Alors, vous dit? c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce que cette chanson, quand j'étais jeune, j'avais un magnétoscope et je l'avais enregistrée et j'avais appris les paroles plus ou moins parce que je parlais pas tellement l'anglais, donc je pense que je faisais un espèce de enfin un truc comme ça. Mais quand j'ai vu que c'était la chanson de votre générique, ça m'a fait quelque chose, oui. Mais vraiment, c'est un beau moment, je trouve, dans le film. C'est un beau moment. Vous savez que c'est Bruno Podalides là qui la chante, hein. C'est pas le Dean Martin, hein. C'est pas l'original, hein. Ah oui, ça oui. Je savais pas que c'était Bruno Podalides, mais en tout cas, oui, j'avais reconnu que c'était pas Dean Martin, oui. Bon, je suis très content, vraiment, parce que, comment dire, après ce mot est un peu galvaudé, mais je m'en fous. Il y a un cinéphile dans la place, mais c'est intéressant parce qu'on va parler aussi de ça, mais d'une autre manière, différemment. Et c'est un réalisateur aussi, c'est un acteur, et qui fait des films. Il s'appelle Xavier Belloni-Mussel. Son dernier film sortira le 10 avril. Le film s'appelle le Namessim. On va en parler. On va expliquer un peu ce que ça veut dire le Namessim. Et c'est un film sur le hasard, le réel, sur la vie, sur plein de choses comme ça. Et je suis vraiment content parce que on va dire les choses comme elles sont. Vous êtes venu à moi et je trouve que c'est intéressant parce que vous avez vu que c'était possible, en tout cas sur cette chaîne. Et là, pour le coup, merci beaucoup. Je rappelle quand même que l'attaché de presse du film, je le fais tout le temps parce que c'est important, c'est Stanislas Baudry. Et je le remercie parce qu'il faut toujours remercier les attachés de presse, même indirectement. C'est important. Comment allez-vous? On enregistre à peu près à un mois de la sortie du film. Comment vous vous sentez? Euh, je me sens dans l'inconnu. Je ne sais pas comment ça va exister. Mais je fais confiance. On va aller pas à pas, comme toujours, j'ai envie de dire. Ce film a été fait d'une manière, une chose après l'autre, sans garantie de quoi que ce soit, mais avec la décision de le faire, avec ce qu'on aurait comme moyen, et que ces moyens, ils seraient parfaits, et puis que c'est tout. Et donc du coup, là maintenant, voilà, le film est programmé, c'est une petite sortie, mais je continue de croire au miracle que le bouche à oreille qui est maintenant si difficile à faire exister, il sera là et qu'il va pouvoir rencontrer un maximum de personnes qui y seront sensibles. Voilà. Il y a une question que je pose, ça fait un certain temps que je ne la pose plus, mais je la posais beaucoup, souvent au début de certaines émissions que je faisais. C'était une question sur l'image marquante. Et là aussi, j'aimerais bien en savoir davantage sur votre image marquante qui serait liée donc à l'enfance et peut-être, ça peut être un extrait de film, un tableau, je ne sais quoi, en tout cas une image, quelque chose de l'ordre de l'image et qui peut-être aujourd'hui définirait un peu le rapport que vous entretenez aujourd'hui avec l'image sous toute cette forme. Est-ce qu'il y aurait comme ça une image marquante? Ah, il y en a plein, mais si on remonte à l'enfance, je pense que c'est tout simplement des westerns Ouais. de John Ford, d'Anthony Mann, de ce genre de films, et qui m'ont permis de me construire en fait. Le cinéma était très important pour moi pour avoir des valeurs, des repères. Et, et c'est des grands films qui étaient comme ça, très accessibles. Moi, je suis venu au cinéma par la télé, hein, c'est là que ça s'est passé. Et, euh, et c'était vraiment essentiel pour moi de pouvoir avoir accès à ces films, de pouvoir
de pouvoir, ah oui, avoir des repères. Et voilà, donc il y a ça. Puis après, il y aura peut-être Bébel, Bébel qui avec son flair, sa, sa démesure et toujours sa bonne humeur. Et ça me fait penser aux comédies italiennes aussi. M'ont donné, m'ont fait tellement bien. Et puis en plus avec cette particularité qu'il a d'être venu d'être arrivé au cinéma avec Godard et puis finalement d'aller avec Philippe de Broca que j'aime beaucoup. Mhm. Ces espèces de comédies dialoguées par Audiard qui sont j'absoudrais un étranger de me sortir un tel sophisme, mais toi, le compagnon de l'ermite, le témoin du sage, toi qui pleurais être mon disciple si tu n'étais pas que fantasme et courant d'air. Des choses comme ça qui sont incroyables dans des comédies où il y a un coup, il y a un jaillissement d'une parole un peu plus profonde ouais, après il y aurait sans doute encore plein d'autres choses à dire, plein d'images comme ça qui pourraient me rester. Mais il y en aurait d'autres, mais après qui viennent plus tard. Euh, Non, mais vous êtes un. Ah, ces quelques premières questions ne sont pas si éloignées du film que nous allons parler. C'est pour ça que je me permets un petit peu de. Euh, D'ailleurs, il y a un clin d'œil à Bébel dans le film. Hein. C'est pas anodin non plus. Enfin, à Godard, à Bébel, enfin, il y a tout ça. Mais alors, quand on est enfant et qu'on aime le cinéma et qu'on voit beaucoup de films, on est dans la on est dans la diversité, c'est-à-dire qu'on on essaie de voir quand on est enfant, ce qu'on peut nous donner. Mais vous, et puis on grandit, ado, tout ça, adulte. Et puis, est-ce que vous êtes resté toujours un citoyen du cinéma dans sa diversité? Parce que vous me parliez de Bébel, d'Audiard et de Godard, même si maintenant on le sait, ils avaient un projet, les deux, Godard et Audiard, de travailler ensemble. Et ça ne s'est pas fait. Mais est-ce que le cinéma dans sa diversité, est-ce qu'aujourd'hui, ça continue encore de vous nourrir, de vous sensibiliser, de vous aider aussi? oui, mais je suis peut-être pas assez curieux de prendre plus de temps, d'aller voir des choses que je ne connais pas. C'est peut-être une lacune que j'ai, oui. Euh, En fait, elle est sans doute liée sans être trop long. Quand j'étais jeune acteur, j'apprenais j'étais dans un cours avec un professeur qui s'appelait Paul Weaver, qui était un second papa pour moi et qui m'a fait découvrir, notamment, qui m'a offert un bouquin de Krishnamurti et plus dans un but de travailler sur la désincarnation pour être en termes de comédien le plus large et pour pouvoir accueillir le maximum de personnages. Et moi, c'est vrai que cette lecture m'a énormément influencé. Et je l'ai sans doute interprété assez mal comment dire, son enseignement, dans le sens où, en somme, moi, je n'ai cherché qu'à en fait à enlever pour pouvoir aller toucher quelque chose de plus, de moins fermé. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, je parle de désincarnation. Et du coup, dans ce travail d'enlever, il y a eu aussi quelque chose euh, comme si en fait tout ce qu'on se remet dans la tête sont des murs, des constructions mentales et qui nous empêchent en fait d'avoir accès. C'est un peu comme dans le soufisme où en fait on cherche à enlever pour pouvoir accéder un peu plus à la lumière ou enfin la lumière, voilà, on se comprend, à une vérité plus objective. Si bien que c'est vrai que il y a toujours une espèce d'économie chez moi et même dans mon cinéma d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'épure où il y a le moins possible. Aussi sans doute parce que je suis d'abord comédien et que je n'ai pas comment dire je sais que mon point fort ce sera surtout sur le jeu, sur le travail avec les acteurs,
et beaucoup moins que sur un travail de découpage plus complexe, plus qui n'est pas qui correspond pas du tout à mon cinéma. J'en suis incapable. Je c'est pas là où je vais. Euh, c'est pas ça non plus forcément que j'aime faire. Du coup, la diversité, oui, mais mon Dieu, que j'ai des lacunes, oui. Mais ce découpage dont vous parlez, là maintenant, on commence à parler un peu du film, mais on va y revenir aussi au début, la genèse, et puis c'est un mot horrible, la genèse, j'en suis désolé, mais j'ai du mal à vous croire en fait, parce que moi, dès l'ouverture du film, alors il n'y a pas de belles images dans votre film, il y a de très beaux plans en fait, et c'est très banal, pardon, de dire ça, mais quand je dis plan dans le sens où il n'y a pas une illustration. Par exemple, vous parlez de lumière, c'est marrant parce que dès le début, on ne voit que ça. Et là où je vais encore plus vous faire rire, c'est quand un spectateur se réapproprie un film, ça peut être parfois déstabilisant. Je sais pas si vous y avez pensé à ça, mais quand je l'ai vu 2 fois, hein. La première fois que je l'ai vu, l'ouverture, hein, j'entends vraiment l'ouverture et cette petite musique comme ça qui arrive doucement. Vous savez à quoi j'ai pensé d'un seul coup? Je sais pas pourquoi, alors que ça n'a strictement rien à voir, mais j'avais l'ouverture d'Elephant Man sans les éléphants. Vous savez, quand il y a cette petite photo de la maman, et puis il y a cette petite musique qui arrive comme ça, et puis il y a un brouillard diffus, et on comprend pas trop. Et je vois ça, et il y a cette petite musique aussi dans votre film. Et bah, même si on n'y pense pas, même s'il n'y a pas de connexion, et ben je me dis, tiens, j'ai quand même envie d'aller faire un tour. J'ai quand même envie d'accompagner ce film-là. Donc, le C'est découpage, même quand on le voit pas, ben, il est quand même là, finalement. Oui, ce que j'entends par découpage, euh, je prendrais, voilà, prenons Hitchcock pour prendre des basiques Mm. vraiment que tout le monde peut partager. C'est-à-dire que euh, il y a une science chez Hitchcock, par exemple, dans le découpage. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant, Oui, peut-être oui, bien maintenant sûr. ce que je veux dire par découpage, dont je me sens absolument étranger et non pas par dédain, c'est plus parce que moi je saurais pas faire et et je suis beaucoup plus en fait ce qui m'a amené à vouloir réaliser c'est les premiers films de Cassavetes que j'ai vus où tout à coup il y a eu il y a notamment une séquence. Alors déjà dans la mise en scène, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui repose sur le jeu des acteurs, qui est comme ça, qui est dans quelque chose de brut, d'une épure où on va choper des instants de vie. Et et la scène qui m'a donné vraiment envie de faire du cinéma, en fait, de passer à la réalisation, c'est dans Minnie et Moscovitz, où au bout de 15 minutes, on suit Seymour Cassel et il va dans un bar, il s'assoit, et à côté de lui, il y a un personnage qui est assis, Mhm. et ce personnage fait une irruption dans le film. Il se met à lui parler pendant 3 minutes. Moi, je l'ai vu, je me souviens plus ce qu'il lui raconte, mais j'ai été fasciné par ce moment-là parce que on est en train de suivre un trajet, un parcours, et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient, comme si c'était un accident, comme si le réel venait à l'intérieur d'une histoire, bousculé. Encore une fois, un accident, un imprévu. Et puis après, ce personnage, Seymour Cassel sort du bar, et ce personnage, on le revoit plus du film. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire en fait du cinéma. C'est ce côté de vouloir euh, échapper à tout ce que moi j'avais vu jusque-là, qui était que il y a une histoire construite, on suit un héros, etc. Il veut telle chose, et puis voilà, on suit comment il va y arriver ou pas y arriver. Et et là, tout à coup, j'ai vu autre chose. Je me suis dit, mais ça, c'est merveilleux. C'est comme dans la vie, en fait. Il y a toujours ce côté comme dans la vie qui m'anime. Et du coup, ça répond un peu à votre question sur le découpage. Voilà, dans quel sens j'entends. Je suis pas dans le découpage. En tout cas, évidemment que je le suis, mais vous voyez ce que je veux dire. Très Et, bien. et ensuite, par rapport au désir de cinéma, c'est celui-là en premier
qui m'a amené à me dire, ok, ben voilà, on va faire pareil, on va aller filmer, puis surtout, on va essayer de pas raconter d'histoire dans ce sens-là. Ce qui a été mon, ce qui a été mon erreur, parce que j'ai passé pas mal d'années à essayer d'écrire un scénario qui ne raconte pas d'histoire, mon Dieu. Et, Eh bien, la transition, elle est bien trouvée parce que c'est un peu de ça que ça raconte aussi de votre film, Le Namissime, qui sort le 10 avril, hein, je le rappelle, le 10 avril, et vous incarnez un professeur de cinéma et cinéaste. Et vous vous retrouvez dans cette maison de campagne avec toute votre équipe. Il y en a certains même à qui vous avez enseigné le cinéma, puis d'autres des amis, des personnes avec qui vous avez travaillé. Il y a deux acteurs, actrices gloire, dont une d'ailleurs qui croit que Barbara Stanwyck est encore vivante. C'est des petits moments comme ça, mais c'est extrêmement drôle. C'est des clins d'œil très cinéphiles, mais moi ça me fait hurler de rire. Et puis voilà. Et puis vous allez faire un film. Et vous avez un peu dit le choix. Et moi, j'ai noté, vous voulez faire un film qui va s'inventer en le vivant. En fait, vous insistez, vous avez, comment dire, envie d'y croire au hasard. Et c'est le hasard qui va faire votre film. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Hein. C'est un concours de circonstances. C'est le hasard, mais ça fonctionne plutôt bien. Et le film part de ça. Voilà. Et comment comment on écrit ce genre de film en essayant tout de même, non pas forcément de taquiner ce professeur, de taquiner tout ce qu'il y a, mais en disant que c'est quand même, c'est pas, oui, c'est quand même sérieux, même si on le taquine, mais c'est quand même sérieux, c'est important. oui, en fait, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui a été vraiment qui était très très délicat, c'est voilà, on raconte un truc complètement fou. Donc oui, un cinéaste qui veut faire un film qui s'invente en le vivant, en le faisant. Et du coup, il y avait forcément une envie de comment dire, il y a forcément de la dérision, mais fallait quand même qu'on y croit à cette histoire. Ouais. Donc il fallait vraiment qu'on l'incarne et qu'on le montre comme quelque chose de sérieux. Et c'est sérieux. D'ailleurs, je change de ton. C'est sérieux. Mais en fait, cette idée est venue parce que mon dernier court-métrage, Le Carnet de santé, qui passera d'ailleurs devant le long-métrage, pour la raison suivante que je vais vous exposer, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ce court-métrage, qui était un court-métrage, comment dire, en fait, c'est une histoire qui m'est arrivée, c'est un événement qui m'est arrivé avec mes enfants, et je ne savais pas quoi en faire. J'étais un peu, voilà, j'ai pas trop envie de pitcher le truc pour laisser découvrir aux spectateurs. Et du coup, je savais pas quoi en faire, et je me suis dit, mais je vais en faire un film, et je vais le faire avec mes enfants. Et c'est la première fois que je suis parti avec un scénario où je me suis dit, en fait, tu vas faire comme si tu pars en voyage avec une carte au trésor, qui est ce scénario. Et le trésor, c'est vraiment d'aller, de chercher à retrouver la vie, à faire renaître la vie avec mes enfants. Et ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que en tournant, il y a eu une confiance, sans doute parce que je connaissais de manière organique le sujet. Il y a eu une confiance à abandonner le scénario et à suivre les choses qui se présentaient. Et du coup, j'ai eu à un moment l'impression, comme je jouais le rôle du père, j'ai vraiment eu l'impression que le réel et la fiction se mélangeaient. Et ma toute première envie de faire du cinéma quand j'étais enfant, c'était d'être dans les films. C'était pas tellement de faire des films, c'était d'être dedans, c'était d'être dans ces mondes merveilleux. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai eu cette impression-là. Et puis je me suis dit, mais ce serait extraordinaire de faire un film comme ça, où en fait j'avais une espèce de lâcher prise, une volonté que j'avais abandonnée de résultats, et vraiment d'accueillir tout ce qui se passait et de prendre et d'aller avec. Et du coup,
Et du coup, m'est apparue cette idée, mais qui est pas, je pense, si originale que ça. Je pense que beaucoup d'autres réalisateurs y ont pensé. C'est cette ce projet de faire un film et puis on le découvre en le faisant. Évidemment, pour ça, il y a plein de conditions, qu'il faut qu'elles soient réunies pour y arriver. Mais ça part de ça, ouais, ça part de ça. Et je pense que une des premières conditions, c'est vraiment de partir avec une disponibilité, mais profonde, presque en acceptant de ne pas savoir ce qu'on va faire, pour pouvoir voir. Et j'ai envie de rebondir sur une des choses qui moi comment dire, m'intéresse, c'est que quand je vous disais tout à l'heure, quand j'étais enfant, moi je regardais les films, etc. Et assez souvent, à force de regarder des films, je pense que comme vous, on devinait la fin. On savait plus ou moins parce que dans les films, jamais rien n'est au hasard. On sait que s'il y a un personnage là qu'on a filmé là et qui a tel regard ou je sais pas quoi, on sait que ça va revenir et tout ça est construit. Et du coup, moi, j'avais envie de m'échapper de ça. Et merde, je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais dire que Par rapport au fait que il y avait l'idée que, à force de voir des films déjà enfant, vous saviez un peu comment ça allait se terminer et vous vouliez échapper à ça. voilà. À ce fait que le spectateur se dise comment ça va. J'ai déjà vu des films sur des tournages de cinéma. Hein, j'extrapole un peu Oui, ce que voilà, vous dites. je sais, voilà où je voulais en venir. Pardon, excusez-moi, merci beaucoup. C'est que du coup, comme spectateur, on est habitué en fait assez vite à ce que voilà, on ait de la nourriture à manger dans le sens où on sait que en gros voilà, c'est ça que le personnage veut. Et donc du coup, on est quelque part toujours tendu, même si on regarde une image, on est tendu sur l'avenir, on est tendu vers quelque chose parce qu'on est en train de regarder ça, mais on sait que le personnage veut aller quelque part. Et du coup, je trouve que ça nous limite dans notre regard, dans notre disponibilité au présent, et que si on arrive à enlever ça, à enlever que finalement on ne sait pas ce que veut le personnage, il est là, on est avec lui, mais exactement comme nous, des moments on est dans des moments où je pense toujours cette image où par exemple on est en voyage et puis tout à coup on nous dit on a une escale et on doit s'arrêter et on doit attendre. On doit attendre l'avion ou le train ou je sais pas quoi. Et donc, on a un moment de stand-by où on doit attendre. Et là, tout à coup, il y a une disponibilité au moment parce que tout est possible. On peut tout accueillir. Enfin, en tout cas, on est là, ouais, disponible. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi m'intéresse énormément. C'est pour ça de court-circuiter un peu le côté. Vous comprenez dans quel sens je dis maintenant raconter une histoire. Et c'est ce que des fois j'ai senti un petit peu chez Cassavetes, d'où la séquence dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que tout à coup il y a voilà, qu'est-ce qui se passe? On est là. Et voilà. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a un aspect aussi dans le film qui est important, c'est que le film est vraiment drôle. Il est très drôle, ce film. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri. Et comment on intègre aussi ça, c'est-à-dire dans le processus de création, parce que ça reste quand même un processus de création, hasard ou pas hasard, ça reste un processus de création. Mais comment on intègre ça, les effets drôles dans l'histoire? Comment on travaille sur ça? Pas sur ça, comment on travaille avec ça? À l'écriture déjà? À l'écriture, oui. Enfin, oui, à l'écriture, oui. Bien sûr. Et après, je sais pas, je saurais pas comment vous répondre que juste d'être avec les comédiennes, les comédiens et d'être avec eux et puis c'était pendant le tournage, ces moments-là, où vous aviez déjà une espèce de base comme ça à l'écriture? Ah non, mais déjà oui, à l'écriture, je voulais faire une comédie. Je ne pouvais pas
je ne pouvais pas, comment dire, traiter ça. Comment dire, la quête est trop folle. Et comme j'ai envie de dire, mon désespoir trop grand pour pas, parce que j'aimerais beaucoup arriver à ça, mais bon, il y a un travail assez profond à faire, de comment dire, comme j'en parlais au départ, de subjectivité à enlever, de disponibilité à être là, et puis de tout un concours de circonstances qu'il faut enfin, qu'il faut qu'elles soient réunies pour un tournage, pour qu'on puisse vraiment inventer en faisant. Donc du coup, oui, bien sûr que dès l'écriture, c'était vu comme une comédie, et puis après, bien au tournage, on a voilà, on a cherché à garder un bon degré, c'est-à-dire de faire les choses sérieusement, mais voilà, sans se prendre au sérieux, mais en tout cas de faire ouais, que ce soit drôle, mais sans souligner, juste en fait, si on vit les situations de soi, la drôlerie est déjà présente, et il y a qu'à la laisser faire, à apparaître. Alors, le film pourrait, c'est très étrange aussi parce que ne serait-ce que dans la texture, le grain utilisé dans l'image, ne serait-ce que le travail sur la couleur, ça m'a fait penser à parce que je suis un jeune des années 90, c'est-à-dire que j'avais 20 ans dans les années 90, ça m'a fait beaucoup penser à certains films français je pense par exemple voilà, il y avait quelques films comme ça français, des petites comédies, des comédies très très importantes et qui au milieu des années 90. Mais votre film, enfin, j'y vois une espèce de comme ça, une espèce d'empreinte comme ça, et puis mais le film ne reste pas forcément sur ça. Le film, en fait, n'adopte jamais une seule ligne de conduite. Il y a plusieurs strates. Par exemple, j'évoquais l'ouverture. Il y a comme ça, dans ce film, des moments, des fulgurances très poétiques, très comme dans La Nuit du Chasseur. Voilà, des moments comme ça d'une poésie un peu étrange. Voilà, étrange. Et il y a des moments comme ça. Et donc, il n'y a pas une seule ligne de conduite. C'est comme s'il y avait plusieurs films en un qui essayaient de dialoguer ou de se contrer. Je sais pas. C'est très étrange et ça fait du bien en même temps. Oui, j'ai envie de citer les mots de Sophie Fillière qui avait vu le film à l'avant-première et que j'aime beaucoup, qui disait que c'était fantaisiste et enchanteur, et qu'il y avait une espèce de douce rêverie de doudingue dans le film. Et pour répondre un peu plus précisément, oui, il y a ce côté comédie, il y a ce côté comment dire, ésotérique, on pourrait dire, quelque chose comme ça, qui donne un coup un petit côté un peu fantastique, mais bien dosé. Et cette poésie, je sais pas comment en parler en fait. Cette poésie, elle est là. C'est la mienne, j'en sais rien, je sais pas, je saurais pas comment la définir, mais peut-être vous pouvez m'aider, Samir. Mais est-ce qu'elle est écrite dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose que vous repensez au tournage? Qu'est-ce qui était vraiment très très écrit au départ dans le scénario? Tout, Tout. tout est écrit. Et après, sans doute, je dirais que ce qui fait partie de la mise en scène, mais d'une manière très dans les fondamentaux, genre le décor, les costumes, c'est des choses comme ça. Encore une fois, moins dans le découpage. Moi, je m'étais donné des choses. On a tourné quand même le film dans des conditions spéciales, avec assez peu d'argent. Et du coup, il y avait à nouveau, j'aime beaucoup m'imposer des espèces de contraintes extérieures comme ça, de devoir, par exemple, tourner avec, en se débrouillant pour qu'une séquence, presque de la faire avec un seul plan, et de voir comment on peut faire. Et du coup, comment à l'intérieur les personnages circulent, etc. Et que peut-être de soi, ça participe à cette poésie dont vous parlez. Après, c'est vrai qu'il y a ces couleurs vives que je souhaitais, que ça fasse,
que ça fasse été. Et puis ces costumes ou les personnages, mais il faut peut-être que pas que j'en dise trop, qui sont toujours les mêmes, qui donnent quelque chose de presque pas réel. Euh, et puisque vous parlez de la texture de l'image, c'est vrai qu'aussi il y avait une envie de. Alors, je sais pas si je peux dire tout ça. Vous m'arrêtez, c'est peut-être parce que je spoil, mais comme le personnage est quand même enfermé dans un désir un peu de film absolu, euh, à la texture, donc il y a du grain, et on avait souhaité que ça exprime quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'ancien, d'un désir de cinéma ancien, enfin voilà, qui est figé, Mhm. et que finalement, sans raconter la fin, ben ça va péter, et on va rentrer plus dans le réel, dans quelque chose de plus lumineux, quand j'hésite parce que j'en dis trop. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut pas dire et c'est ce qui fait que ça libère tout. Mais si vous aviez été critique de cinéma, je vous aurais dit, mais écoutez, on est là pour. Mais comme vous êtes l'auteur du film, je peux pas me permettre, donc je ne vous le dirai. Voilà, on va. Parce que sur la chaîne, c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on peut spoiler, c'est pas grave. Mais là, je suis en face du cinéaste, donc ça serait un peu limite. Donc je ne le ferai pas, je ne le dirai pas. Continuons un peu à parler du film. Je rappelle quand même. Si on va faire une petite parenthèse, si vous me le permettez. Donc le film sort le 10 avril. On en parlait un tout petit peu au début de l'émission sur la distribution, sur l'économie du film. Vous organisez une espèce de ce qu'on appelle une tournée. Voilà, plusieurs dates et le film sera accompagné bien évidemment de vous, mais aussi d'un invité. Si tout se passe bien, j'en ferai partie et je vous en remercie. Mais ça serait intéressant de parler de ça aussi. Pourquoi non pas forcément d'un point de vue au niveau de la distribution, mais peut-être aussi d'un point de vue cinématographique, artistique, je n'en sais rien, mais qu'il y ait besoin d'un dialogue. Voilà, après le film. Bah, vu que le film parle de cinéma, euh, moi qu'on puisse en parler, de voir comment les personnes prennent ça, et voilà. Donc du coup, c'est dans cette optique-là que je vous ai proposé, Samir, de venir présenter et animer une séance. Ça, c'est la première envie. La deuxième envie, c'est que bah, c'est un peu comme le personnage, sans spoiler, non, je peux pas dire ça. Donc, du coup, il y a un côté, ok, le film va sortir dans des conditions, enfin, c'est une petite sortie, et j'ai envie d'en faire une fête, que ce soit une fête pour célébrer l'amour du cinéma de tous ceux qui viendront là pour en parler, pour voir ce film, et parler pas que de mon film, parler de cinéma de manière plus large. C'est une occasion. Moi, c'est mon premier long métrage euh, à l'âge que j'ai. Du coup, je sais pas s'il y en aura d'autres derrière, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit une fête. Et c'est dans ce sens-là que j'organise ça. Il y aura bien évidemment dans le descriptif de la vidéo, je mettrai quand on aura l'information, les différentes dates et projections du film. Une dernière ou une avant-dernière question, peu importe. On revient sur le film. Il y a quelque chose d'assez beau aussi. Alors, je ne sais pas si c'est dû au montage, peu importe. C'est la répétition des choses. Et qu'elles soient visibles, c'est-à-dire des plans qui reviennent sans cesse, souvent pour montrer aussi de régularité, mais pas que. Il y a aussi une forme de répétition dans ce désir très fort que cela soit vous, le cinéaste du film, mais vous, l'acteur, le personnage que vous jouez, ce désir très fort d'être écouté et de ne pas se sentir seul face à tout ça. Et il y a une répétition énorme, sans cesse. Vous êtes avec une équipe, vous êtes dans une maison, mais le plus important, c'est d'être à l'intérieur même du cadre avec votre équipe. Alors, vous voyez avec votre équipe, mais en fait, on comprend à la fin du film que vous n'étiez pas avec votre équipe. Et il y a 2-3 moments comme ça à la fin où on saisit ce qui fait que. Et cette répétition, je la trouve
Enfin, je trouve que c'est vraiment une espèce de démarche filmique assez intéressante. Et peut-être en parler un peu. Mais en tout cas, moi, ça m'a Oui, beaucoup apprécié. Enfin, beaucoup intéressé, pardon. oui, mais ça fait partie un peu des choses récurrentes qui m'intéressent. Effectivement, c'est la répétition et la répétition et comment en fait quelque chose, comment ça n'évolue pas. Peut-être que pendant le plan, il va se passer quelque chose, il va y avoir mais finalement quand on va y revenir, euh, ça nous fait passer le temps. Encore une fois, c'est comme j'avais fait comme ça des pardon, pas, appeler ça des sketchs avec Jen Marlon et Louis Rego qui s'appelait Les Dieux du PAF, où je montrais comme ça deux personnes qui sont face à un écran, et en fait, euh, ça commence toujours pareil et ça finit toujours pareil. Le temps de 2 minutes, ils sont en train de vivre quelque chose face à cet écran. Et j'aime beaucoup ça. Euh, et je pense qu'en fait, ça me vient de toute sans prétention, mais ça me vient de Beckett. J'aime beaucoup ce côté voilà, Vladimir Estragon, ce côté du temps qu'on voit passer et qui sont suspendus comme ça dans un vide et qui participent à faire passer le temps et à montrer une réalité qui est celle-là, quoi, entre guillemets, qui n'avance pas. Si vous pouviez, vous auriez pu faire plus, parce que le film dure 1h10, ou est-ce que c'était voulu de faire un film aussi, enfin, qui dure ce temps-là, mais le temps qui peut-être était nécessaire pour, ou est-ce que vous aviez envie, est-ce que vous auriez pu faire davantage? Parce que quand je vous écoute parler j'ai l'impression que ça aurait pu durer beaucoup plus le film. Et que ça aurait pu être même aussi intéressant de voir comment on dit comment vous travaillez sur le temps, mais le film au départ j'ai été très surpris qu'il dure que 70 minutes et Euh, euh, En fait, il a la durée. Je vais pas faire une réponse comme ça, mais c'est vrai. Ce film a cette durée-là parce qu'il a cette durée-là et que on ne pouvait pas faire plus long, plus court. Il fallait qu'il ait il avait cette durée-là. Euh, sans doute, comment il y a des choses qui auraient pu être dilatées, évidemment. Il y aurait des choses qui auraient pu être plus abordées, mais mais encore une fois, je fais confiance à la vie et ça a donné ces images-là et, euh, et je trouve ça bien. Voilà, j'aime. Encore une fois, j'essaye de faire confiance à ce qui surgit, à ce qui est là et d'être à cette écoute, de l'amener et puis bah ça donne ce film-là, avec cette durée-là, de cette manière-là, c'est que ça devait être ça. Je crois assez à ça. la philosophie du film. Le film qui sort le 10 avril. Et il y a, comme on le disait, il va y avoir une espèce de tournée comme ça avec où vous invitez des personnes à venir discuter du film, dont moi je fais l'honneur en tout cas d'être et j'en suis vraiment content. Le 10 avril, faut pas le louper, c'est le Namessim. Le Namessim, qu'est-ce que c'est que le Namessim? Est-ce qu'on répond ou pas? Ou on laisse la surprise? Oh, de manière, comment dire, un peu énigmatique, on peut toujours dire que c'est une anagramme libre du mot cinéma, Ouais. qui serait sortie de la tête d'un enfant après avoir vu un film pour la première fois et qui a cru que il y avait un dieu et qu'il y avait peut-être un dieu du cinéma. Mais qui serait pas Némésis, hein. Enfin, si on devait, parce que ça, on y croit un peu. Il y aurait beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on prolongera cette conversation. C'est pas Avec j'espère, plaisir. on va la prolonger cette conversation le 17 avril si tout se passe bien, normalement si je me trompe pas. Mais en tout cas, le 10, 7 jours avant, le film sort sur vos écrans et il faut y aller, il faut aller le voir. Et en tout cas, merci beaucoup Xavier Merci. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et C'est un on se plaisir. retrouve bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Générique. Arise
in the canyon. That's where I long to be with my three good companions.